Dans cette vidéo, nous revenons sur la vie et la mort tragique de Louis de Funès, l'un des comédiens les plus appréciés de France, reconnu pour son énergie débordante, son visage expressif et son sens du timing impeccable. De Funès est devenu une figure incontournable du cinéma français des années 1960 et 1970 grâce à des films cultes comme Les aventures folles du rabbin Jacob et La série des gendarmes. Son esprit vif et son humour burlesque ont ravi le public, mais sa vie personnelle a été marquée par des épreuves et des problèmes de santé. Comme le disait Louis de Funès, le rire est le chemin le plus court entre deux personnes. Il a consacré sa vie à apporter de la joie à des millions de personnes, mais la sienne fut loin d'être facile. Si vous aimez en savoir plus sur la vie de personnalités emblématiques, comme Louis de Funès, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres anecdotes passionnantes sur vos stars préférées. Son enfance difficile et sa mère ont nourri son talent comique. Louis de Funès est né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, de parents espagnols ayant émigré dans des circonstances tumultueuses. Ses parents, Carlos Luis de Funès de Galarza et Leonor Soto Reguera, étaient originaires respectivement de Séville et de Galice, mais avaient quitté la France en 1904, leur famille s'étant fortement opposée à leur mariage. Le père de Louis, Carlos, était issu d'une famille noble et apparentée au comte de Galarza, une famille d'origine basque, tandis que sa mère provenait d'une riche famille espagnole. Cependant, la transition du confort aristocratique à la vie en France allait être marquée par des difficultés, des déceptions et, finalement, une tragédie. Carlos de Funès, ancien avocat en Espagne, ne put conserver son statut après son arrivée en France et devint tailleur de diamants. Si ce travail apporta d'abord une certaine stabilité à la famille, il se lança bientôt dans une série de tentatives extravagantes, mais infructueuses, pour reconstituer sa fortune. Ces entreprises épuisèrent les ressources familiales et la ruine financière de Carlos le poussa à des actes désespérés. D'après le biographe de Louis de Funès, Carlos simula sa mort en abandonnant ses chaussures, son chapeau et une lettre d'adieu au bord d'un canal parisien, faisant croire à un suicide. En réalité, il s'enfuit en Amérique du Sud dans une ultime tentative désespérée de récupérer sa fortune. Malheureusement, cette démarche ne lui apporta aucune richesse. Au contraire, il contracta la tuberculose et mourut loin de chez lui. L'abandon de Carlos plongea Léonore, la mère de Louis, dans le désespoir. Jadis riche et influente en Espagne, elle vivait désormais dans un petit appartement modeste d'un quartier populaire de Courbevoie, peinant à subvenir aux besoins de ses enfants. La fierté et le tempérament fougueux de Léonore ne suffirent pas à surmonter ces graves difficultés financières, mais sa détermination sans faille marqua profondément le jeune Louis. Selon Bertrand Dical, l'un des biographes de Léonore de Funès, il n'existait à l'époque aucun système d'aide sociale, et Léonore devait donc se battre bec et ongles pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle entrait dans les commerces et criait aux commerçants pour qu'ils lui prêtent de l'argent, une scène qui embarrassait souvent profondément Louis. Le metteur en scène, George Lautner, qui connaissait personnellement Léonore, se souvenait de ses violentes colères, la décrivant comme une femme qui hurlait, tapait du pied et poursuivait les gens en colère. Des traits de caractère qui deviendront plus tard emblématiques des rôles comiques de Léonore de Funès. Lautner a même affirmé que le comédien Louis de Funès, le personnage de Funès, était sa mère. L'enfance de Louis de Funès fut marquée par la pauvreté et le dénuement. Les efforts inlassables de sa mère pour subvenir aux besoins de la famille ont façonné sa personnalité, et bien qu'il l'adorât, Louis souffrait de la honte liée à sa situation. Il grandit dans un monde où la précarité financière était omniprésente
et où les accès de colère publique de sa mère étaient pour lui une source d'humiliation. Pourtant, de ces temps difficiles, De Funès tira un précieux outil pour faire face aux épreuves: faire rire les autres. Son biographe souligne qu'au lieu de sombrer dans le désespoir, Louis apprit à transformer sa maladresse en humour pour affronter les difficultés de sa jeunesse. Adolescent, il découvrit son talent pour divertir autrui par son esprit et son humour physique, marquant le début d'une passion pour la comédie qui durera toute sa vie. Malgré ce don naissant pour l'humour, De Funès rencontra des difficultés scolaires. Il fréquenta le prestigieux lycée Condorcet à Paris, mais ses résultats scolaires furent médiocres, car il avait du mal à se concentrer sur ses études. Considéré comme un élève médiocre, il finit par quitter l'école et abandonna tout espoir de carrière conventionnelle. Sans repère et avec des perspectives limitées, De Funès se tourna vers la musique et trouva du travail comme pianiste dans les bars de Pigalle. C'est là, dans l'atmosphère enfumée et animée de la vie nocturne parisienne, que De Funès expérimenta pour la première fois le burlesque. Tout en jouant du jazz au piano, il grimaçait et faisait des grimaces amusantes pour divertir le personnel et les clients. Ses premiers publics étaient restreints, souvent limités à quelques serveurs amusés, mais ils lui donnèrent un aperçu du potentiel comique qu'il allait plus tard déployer sur une scène bien plus vaste. Parmi ses amis proches, affectueusement surnommé Foufou, Louis De Funès parlait couramment français, espagnol et anglais. Ses premières passions pour le dessin et la musique lui offraient un réconfort face aux difficultés de la vie familiale. Malgré des résultats scolaires mitigés, il était doué artistiquement et se consacrait à la musique avec un grand enthousiasme. Son passage dans les clubs de Pigalle, bien que modeste en termes de succès, fut déterminant, car il lui permit d'allier son talent musical à son style comique naissant. Dans les années 1940, De Funès franchit une étape décisive pour sa future carrière en s'inscrivant à l'école Simon et en y étudiant le théâtre pendant un an. Bien que sa petite taille, sa calvitie naissante et son apparence atypique ne laissaient rien présager de son futur succès, son talent unique pour la comédie physique et son esprit vif commencèrent à attirer l'attention. À l'école Simon, il rencontra des acteurs comme Daniel Gillen et ses contacts lui permirent par la suite d'obtenir des rôles. Louis De Funès n'était pas du genre à se faire remarquer en ville. À chaque fois que nous nous retrouvions pour un nouveau film, il me récitait des formules chimiques qu'il avait apprises 20 ou 30 ans plus tôt, en 1933, notamment le nom d'un produit qui le faisait éclater de rire: l'hyposulfure de sodium. Il imitait le professeur Sévère qui nous avait enseigné les propriétés de ce produit. C'était comme une entente secrète entre nous, a déclaré le célèbre réalisateur à propos de son ami d'enfance. Il fut finalement licencié après son implication dans une affaire d'incendie criminel. Ce fut le début d'une période de chômage et d'emploi précaire dont il était régulièrement congédié. Son fils, Olivier De Funès, se souvient de cette époque. Après le lycée, mon père a enchaîné les petits boulots. Je me demande parfois s'il n'enjolivait pas un peu ses histoires en interview, car il n'en parlait jamais vraiment à la maison. Pourtant, De Funès lutta pendant des années pour percer dans le cinéma, persuadé que sa petite taille et son physique atypique le rendaient inapte au premier rôle. Il continua de travailler comme pianiste dans des clubs et accepta de petits rôles, souvent non crédités, au cinéma et au théâtre. Ce n'est que plus tard qu'il connut la reconnaissance au théâtre, ses prestations lui apportant un succès modeste, un chemin semé d'embûches vers la célébrité. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en septembre 1939, Louis De Funès, âgé de 25 ans, fut mobilisé, mais jugé apte uniquement au service passif. Ce résultat n'avait rien de surprenant, car 5 ans auparavant, à l'âge de 20 ans, il avait déjà été déclaré inapte au service actif en raison de sa petite taille. Mètre pour seulement 54 kilos.
et des antécédents de tuberculose de son père. Des examens répétés les années suivantes confirmèrent son inaptitude au combat. Il fut néanmoins affecté temporairement à des tâches non combattantes, notamment des travaux de terrassement, et muté d'une caserne à l'autre avant d'être stationné près de la Marne. Pendant la drôle de guerre, Louis divertit ses camarades par de petits spectacles, notamment ses imitations talentueuses de Maurice Chevalier. En avril 1940, il tomba malade et fut examiné par une commission médicale qui, par erreur, le réforma, le soupçonnant de tuberculose, une maladie qu'il n'avait jamais contractée. Louis resta toute sa vie persuadé qu'une erreur dans son dossier médical l'avait épargné des combats. Un coup dur le frappa lorsque son frère Charles, servant au sein du 102 et régiment d'infanterie, fut tué par des tirs ennemis lors de l'offensive allemande à Sol-les-Rethel en mai 1940. Louis devint le tuteur légal de son neveu orphelin, Edouard, mais l'enfant fut principalement élevé par sa tante, Louis étant alors sans ressources. Exempté du service militaire pour raisons de santé, Louis survécut tant bien que mal pendant l'occupation allemande en exerçant divers petits boulots. Il fut étalagiste, cireur de chaussures et même racleur de parquet. Il finit par trouver une plus grande stabilité comme pianiste de bar. C'est à cette époque qu'il rencontra Eddie Barclay, un producteur de musique qui raconta plus tard « Louis de Funès, comme moi, ne savait pas lire la musique, mais il avait une oreille exceptionnelle et était un musicien hors pair. Il n'évoqua jamais son rêve de devenir acteur. Louis jouait dans divers lieux, souvent 12 heures d'affilée pour un salaire de misère, parfois juste une tasse de café. George Lautner, un cinéaste qui connaissait de Funès à cette époque, se souvenait l'avoir vu jouer à la Madeleine en 1942. Dans un bistrot de Bagatelle, Louis jouait du piano avec virtuosité, mais lorsqu'il était seul, il sautait sur l'instrument et se mettait à chanter. Son talent pour allier humour et performance musicale deviendra plus tard une marque de fabrique de son jeu d'acteur, comme en témoignent des films tels que Le Grand Restaurant et Le Suisse. Au début des années 1940, Louis rejoint son ami Eddie Barclay et s'inscrit au Conservatoire international de jazz de Paris, récemment fondé et dirigé par le professeur Charles Henry. Il y rencontre Jeanne Barthélemy, la secrétaire du directeur, qui deviendra plus tard sa seconde épouse. Cette période de sa vie lui permit également de côtoyer de futures stars tels que Raymond Legrand, Robert Dussault et Albert Reisner, ainsi que d'autres figures importantes du jazz français. En 1942, à 28 ans, Louis décida de réaliser son rêve de toujours, devenir acteur. Il s'inscrivit à la classe d'art dramatique de Simon et réussit l'examen d'entrée avec un extrait des Tours de Scapin de Molière. Bien que son passage dans cette formation ait été bref, il fut déterminant. C'est là qu'il rencontra Daniel Gélin, qui lui offrit plus tard son premier rôle important. Louis se souvient d'un heureux hasard qui marqua un tournant dans sa carrière. Je suis descendu d'une rame de métro de première classe et Daniel, que j'avais déjà rencontré au terme René Simon, est monté dans une rame de seconde. Au moment où la porte se refermait, il m'a lancé « Appelle-moi demain, j'ai un petit rôle pour toi ». Le mentorat de Daniel Gélin s'est avéré salvateur pour Louis, surtout pendant les années difficiles. Outre quelques petits rôles au théâtre, Louis continuait de gagner sa vie comme pianiste de jazz, donnant des cours le jour et jouant dans les cabarets parisiens la nuit. En 1944, pendant l'occupation allemande, il échappa de justesse au travail forcé en Allemagne, connu sous le nom de STO, grâce à la présence d'esprit du concierge de son immeuble, qui déclara aux autorités allemandes que Louis avait quitté la ville la veille. En 1945, avec l'aide de Gélin, Louis, âgé de 31 ans, fit ses débuts au cinéma dans La Tentation de Barbizon de John Stelly. Dans le petit rôle d'un portier au cabaret Le Paradis, il prononça sa première réplique à l'écran avec un sens du comique impeccable
tout en observant un client aux prises avec une porte. Eh bien, il en a assez pour aujourd'hui. Ce fut le début de sa carrière cinématographique, même si, les années suivantes, il se contenta souvent de petits rôles, interprétant parfois plusieurs personnages dans un même film, comme dans le film de Duguesclin de 1948, En haut et en bas. Dans les années 1950, la carrière de Louis de Funès fut marquée par une persévérance et une lutte acharnée. Il interpréta de petits rôles dans les films de Sacha Guitry, révélant ses premiers talents comiques, mais demeura largement inconnu. En 1952, il intégra la troupe de Branquignol et cumula plusieurs emplois pour subvenir à ses besoins. Son fils Olivier se souvient comment son père enchaînait les représentations dans différents lieux, courant d'un engagement à l'autre. Malgré des collaborations avec des stars comme Jean Marais et Jean Moreau au cinéma, de Funès peinait à percer. Ce n'est qu'en 1956, avec son rôle de Jambier, le marchand de fruits et légumes de la traversée de Paris, qu'il reçut la reconnaissance de la critique. Bien que son temps d'écran ait été bref, son interprétation d'un personnage lâche, mais d'une insolence comique a marqué les esprits. Ce rôle laissait présager les traits de caractère qui allaient définir son succès futur. En 1957, Funès décroche enfin son premier rôle principal dans Comme cheveux sur la soupe, remportant le Grand Prix du Rire. Le succès du film, ainsi que celui de Ni vu ni connu, où il incarnait un braconnier rusé, marqua un tournant dans sa carrière. France Dimanche, un magazine hebdomadaire populaire, le désigna comme l'acteur le plus drôle de France, ce qui constitua également un tournant dans sa carrière. Malgré ce succès, sa carrière cinématographique connut un bref passage à vide, et il se contenta de rôles moins importants. La véritable ascension de Funès vers la célébrité débuta sur les planches avec Oscar en 1959, où il livra une prestation brillante qui lui valut un immense succès à Paris. Ce triomphe lui ouvrit les portes du cinéma avec Pouic en 1963, où il créa son personnage emblématique, un homme colérique et irritable, constamment mêlé à des situations absurdes. Ses collaborations avec le réalisateur Jean Giraud sur la série Gendarme et Fantomas au milieu des années 1960 consacrant son statut de plus grand comédien français. Après des années de lutte, sa persévérance finit par payer. En 1967, il était une vedette du box-office et acquérait le château de Clermont pour se retirer loin des projecteurs. Le parcours de Louis de Funès, de l'anonymat quasi total à la célébrité, témoigne de son dévouement sans faille et transforme ses rôles, autrefois mineurs, en un héritage comique qui perdurera. Dans la vie, il n'était pas si drôle. Louis de Funès épousa sa première femme, Germaine Louise Elodie Carroyer, le 27 avril 1936 à Saint-Étienne. Ils eurent un fils, Daniel, né en 1937. Cependant, le couple se sépara en août 1939 après seulement 3 ans de mariage, et le divorce fut prononcé le 13 novembre 1942. Après la séparation, Louis poursuivit son rêve de devenir acteur de cinéma, tandis que Germaine et leur fils restèrent ensemble. La relation de Daniel avec son père était complexe. Bien que Louis habitât à proximité et lui rendit parfois visite en secret, leur rencontre se déroulait généralement à l'abri des regards. Dans son livre de 2011, Louis de Funès, l'Oscar du cinéma, Daniel se remémore son enfance et raconte comment Louis venait le voir pour lui faire découvrir le jazz et lui montrer ses talents de pianiste et de danseur. Malgré ce lien, Daniel ressentait l'absence de son père et apprit la mort de Louis en 1983 par une émission de radio. Il fut profondément blessé de n'avoir été ni informé ni invité aux obsèques. Louis ne m'a rien laissé. Peu importe. J'ai quand même réussi à vivre la vie que je voulais, m'a-t-il confié.
En revanche, la relation de Louis avec ses deux autres fils, Patrick et Olivier, était différente. Ils ont grandi sous la tutelle de sa seconde épouse, Jeanne, qu'il avait épousée le 20 avril 1943. Le couple vivait dans un petit appartement et leur premier fils, Patrick, est né le 27 janvier 1944, suivi d'Olivier le 11 août 1949. Dans leur livre « Ne parlez pas trop de moi, mes enfants », Patrick et Olivier ont partagé leurs souvenirs de leur célèbre père. Ils le décrivent comme homme autoritaire, mais présent, souvent impliqué dans leur vie et leur éducation. Patrick se souvient qu'il était parfois agaçant. Il s'immisçait dans tout. Louis a activement soutenu la carrière d'acteur naissante d'Olivier, lui faisant jouer dans plusieurs films, dont Thomas, C'est des chiens et L'homme orchestré. Cependant, Olivier a finalement choisi une carrière de pilote d'avion. Malgré les opinions politiques conservatrices de son père, qui nourrissait une aversion marquée pour les personnalités de gauche comme Yves Montand, Louis a tissé des liens d'amitié dans le milieu du cinéma, notamment avec Bourvil. Jeanne a joué un rôle important dans sa carrière, le conseillant souvent sur ses choix de films et négociant ses salaires. En 1962, elle a incarné son épouse dans le film « Nous irons à Deauville ». Tout en le soutenant, elle dut elle aussi faire face à des difficultés. Lors du « C'est de la grande vadrouille », Bourvil serait intervenu pour l'éloigner. Malgré son succès, Louis aurait entretenu une liaison avec Mathieu Béranger durant les 13 dernières années de sa vie. La vie privée de Louis était marquée par des contradictions. Son biographe, Jean-Jacques Gelot-Blanc, a noté que, malgré sa grande popularité auprès du public, il était timide, économe et peu sociable avec ses collègues. Après un tournage, il préférait se retirer dans son jardin plutôt que de se joindre à ses partenaires lors des fêtes, un comportement qui lui valut parfois le mépris de certains de ses pairs. Ce mélange complexe de difficultés personnelles et professionnelles a façonné l'homme derrière le rire et révélé les épreuves qu'il a traversées, même au sommet de sa gloire. Déclin de sa santé et de sa carrière. La Folie des grandeurs devait initialement réunir Louis de Funès et Bourvil, mais après la mort de ce dernier, Gérard Houry a réécrit le scénario et a choisi Yves Montand. Le tournage débuta en 1971 et bien que de Funès ait globalement respecté le scénario, il collabora avec Montand sur certaines scènes comiques. Une fois le tournage terminé, De Funès s'accorda une année de pause, déclarant qu'il ne travaillerait désormais qu'avec Houry. Malgré le succès de La Folie des grandeurs, De Funès traversa des difficultés personnelles. Lorsqu'il remonte sur scène avec Oscar en 1971, il est devenu une superstar, mais la pression est énorme. La pièce est un succès, mais l'improvisation constante et les attentes élevées commencent à peser sur lui. En 1973, De Funès joue dans Les Aventures du rabbin Jacob, un film qui aborde des sujets graves comme le racisme et l'intolérance. Bien que le film ait connu un immense succès commercial, sa sortie pendant la guerre du Kippour créa un climat tendu et De Funès dut même se soumettre à une protection policière en raison de menaces. À son retour sur les planches, pour jouer dans La valse des toréadors de Jean Anouilh, De Funès éprouva des difficultés lors des répétitions, notamment en raison de l'approche distante d'Anouilh. Il se sentait submergé par les longs passages du texte et confia souffrir d'une anxiété croissante. Malgré ces difficultés, la pièce fut un succès, mais la santé de l'acteur s'en ressentit. À la 200e représentation, il souffrait d'une fatigue extrême et d'hypertension, signe avant-coureur d'un infarctus. De Funès dut finalement cesser de jouer, expliquant que cette fatigue intense était un signal d'alarme. Il fallait savoir l'écouter. En 1974, il se réjouissait de travailler sur Le Crocodile, une satire des dictatures. Mais il décida de se reposer
et de se concentrer sur sa santé, conscient de l'importance de l'équilibre après des années de travail intense. Sa santé était fragile, mais il était toujours disposé à travailler. Après avoir présenté des symptômes cardiaques inquiétants durant le tournage de La valse des grandeurs, Louis de Funès a suscité l'inquiétude des compagnies d'assurance, qui craignaient que son incapacité à honorer ses engagements cinématographiques n'entraîne d'importantes pertes financières lors de la préparation du Crocodile. Il a subi plusieurs examens médicaux. Un cardiologue l'a déclaré apte, mais lui a donné son numéro personnel en cas d'urgence. Tragiquement, De Funès fut victime d'une crise cardiaque dans son appartement parisien le 21 mars 1975 et admis à l'hôpital Necker. Bien que son état se soit stabilisé, on lui conseilla un repos prolongé. 9 jours plus tard, il perdit connaissance au cours d'une conversation avec sa femme et fut victime d'un second infarctus, plus grave. Bien qu'il ait survécu, l'expérience fut traumatisante. Ses médecins lui prescrivirent un régime strict et lui conseillèrent vivement d'abandonner son métier d'acteur pour éviter le stress. Étonnamment, De Funès accepta ce conseil sans hésiter. Le report initial du Crocodile avait engendré des pertes de plusieurs millions pour le producteur Bertrand Javal. Bien que le scénario fût jugé trop ambitieux, la volonté de poursuivre le projet demeurait intacte. Entre-temps, l'amitié entre De Funès et le réalisateur Gérard Houry commença à s'estomper, bien que tous deux restassent intéressés par de futures collaborations. Après 2 mois d'hospitalisation, De Funès retourna dans son château pour se rétablir, trouvant du réconfort dans le jardinage et les promenades paisibles. Ironie du sort, ces infarctus apaisèrent ses angoisses concernant les scénarios et les résultats au box-office. Il ressentit une sorte de libération lorsqu'on lui demanda d'arrêter de jouer, se souvenant, une seconde avant l'ambulance, j'étais encore tendu à propos des recettes, des revenus, et soudain, j'y étais, je tournais la page. Malgré cette liberté retrouvée, De Funès aspirait à rejouer. Fin 1975, il assista à des premières au théâtre, mais se sentit déprimé car la scène lui manquait. Déterminé à revenir au jeu d'acteur, il accepta un rôle dans L'aile ou la cuisse, malgré ses problèmes de santé. Après un retour plus lent à sa carrière, il accepta des rôles dans des films comme La Cisanie et Le gendarme et les extraterrestres, avec la présence de personnel médical sur le plateau. Ses problèmes de santé modifièrent son approche comique. Il ne pouvait plus interpréter le caractère agressif de ses premiers rôles. Dans ces dernières années, De Funès s'est consacré à des projets en accord avec ses ambitions artistiques, comme l'adaptation de La L'Avare de Molière. Malgré des critiques mitigées, ce projet reflétait son désir d'allier théâtre classique et cinéma populaire. Cependant, l'échec commercial du film l'a conduit à reconsidérer d'autres entreprises de ce genre. En février 1980, De Funès a reçu un César pour l'ensemble de sa carrière, mais il a rapidement dû faire face à de nouveaux problèmes de santé qui l'ont contraint à se retirer du métier d'acteur. Ses œuvres ultérieures, notamment Le gendarme et Les gendarmettes, furent marquées par une certaine lassitude, à la fois physique et due à la répétition de ses rôles, une mort douloureuse. Après Le gendarme et Les gendarmettes, de nouveaux projets attendaient Louis de Funès, bien que sa carrière fût entravée par des problèmes de santé. Lors du tournage du Gendarme et les gendarmettes, en mai 1982, De Funès exprima son désir de reprendre son rôle dans Oscar pour une centaine de représentations avant la fin de l'année. Il rêvait également d'adapter le roman de Léon Daudet, Les Morticals, et espérait que George Lautner ou Robert Hossein en assureraient la réalisation.
Pendant le doublage du 6e film de la saga Gendarme, il rencontra le réalisateur Gérard Houry, ce qui lança des discussions sur une possible reprise du Crocodile. Parmi ses autres projets figuraient des collaborations avec Patrice Lecomte, un nouveau film avec Coluche et un film avec la chanteuse Chantal Goya. 3 semaines seulement avant sa mort, De Funès se rendit à Paris pour quelques jours, où il assista à la pièce « Papy fait de la résistance » de Christian Clavier et Martin Lamotte au Théâtre du Splendide. Le producteur Christian Fechner espérait réaliser un film avec lui afin de réitérer le succès de « L'air ou la cuise » avec Coluche. De Funès apprécia la pièce et sympathisa avec les jeunes comédiens, faisant étalage de son talent comique en interprétant le maréchal Ludwig von Apfelstrudel en seulement 3 minutes. Fechner décrivit De Funès comme rayonnant et d'un humour exceptionnel durant ses soirées et se souvint combien l'admiration des jeunes générations le stimulait. Bien qu'il ait accepté le projet, il demanda un rôle moins important pour ménager son cœur. En janvier 1983, après les fêtes, De Funès partit en montagne avec sa famille, mais souffrit du mal de l'altitude et retourna rapidement au cellier. Le soir du 27 janvier, épuisé, il se coucha. Tragiquement, il fut victime d'un infarctus et admis au CHU de Nantes, où il décéda à 20h30. Le lendemain, des journaux comme Le Parisien, Libéré et Presse Océan annoncèrent rapidement son décès, vraisemblablement informé par le personnel hospitalier. Sa mort suscita un deuil national et les médias la traitèrent comme une tragédie majeure. Sa veuve, Jeanne de Funès, et ses enfants ne reçurent aucune visite, leur domicile étant gardé par des gendarmes. L'acteur Michel Galabru, s'exprimant en direct de Rennes, a évoqué avec émotion le nom de Simon de Funès, le considérant comme un frère, et a rappelé son humour et son immense popularité. De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage, notamment l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing et le ministre de la Culture Jack Lang, qui a souligné que le plus bel hommage rendu à Simon de Funès était le nombre incalculable de personnes qu'il continuerait de divertir après sa mort. Le Premier ministre Pierre Moreuil et le Parti communiste français ont également présenté leurs condoléances. Malgré la volonté d'organiser des obsèques privées, plus de 3000 personnes ont assisté à la cérémonie en l'église Saint-Martin du Cellier, submergent le petit village. Peu de célébrités étaient présentes, mais les collègues de Funès, tels que Galabru et Jean Carmé, ainsi que des producteurs et des amis, étaient réunis. Il a été inhumé au cimetière du Cellier, sa tombe faisant face au jardin de son château. Quand on se penche sur la vie et la mort tragique de Louis de Funès, on comprend que derrière ses rires et ses performances iconiques se cachait un homme complexe, marqué par de grandes épreuves personnelles et professionnelles. Son parcours d'acteur en difficulté à légende du cinéma témoigne de sa résilience et de sa passion pour son art. Êtes-vous? Quel est votre film préféré de Louis de Funès et pourquoi? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur les histoires fascinantes d'acteurs légendaires, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.